bonjour à tous. Alors déjà, je suis assez surpris, agréablement, de voir l'affluence. Je ne m'attendais pas à ça. On va dire que c'est mon teasing de tout à l'heure, ou alors vous cherchez un sujet un peu tranquille pour descendre doucement vers le week-end. Peut-être ça. Eh bien, allons-y. Alors, il manque un petit morceau dans le titre. Votre console favorite, la mienne en tout cas. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez transposer, vous allez comprendre. Je suis Eric Courcial, je fais du PHP depuis une grosse vingtaine d'années. Pour la petite anecdote, au départ, je n'aimais pas du tout ça. Il faut dire que j'apprenais le C à l'école au début de mes études, et puis quand je venais bosser sur mon site perso, c'était du PHP 4. Pas la peine d'expliquer pourquoi. Sinon, je fais un peu de Python et un tout petit peu de Java à mes heures très perdues. Au quotidien, je bosse dans une boîte lyonnaise qui s'appelle Vivelio. On fournit des solutions aux acteurs du monde du livre, donc les libraires, les éditeurs, ce que vous voulez. Solutions SaaS, applications mobiles, et on fabrique et on distribue également des liseuses. Donc, entre parenthèses, si un jour vous voulez offrir une liseuse à quelqu'un, rappelez-vous qu'on a une boîte française qui fait ça. Côté back-end, notre stack est à 99,9% en PHP. J'aime bien préciser parce qu'on a dans notre stack legacy, nous aussi on en a une. On a un vieux bousin en Ruby on Rails et étonnamment personne ne se dispute pour bosser dessus. Et puis on fait un tout petit peu de Go depuis pas longtemps, mais vraiment un tout petit peu. Chez Vivelio, je suis responsable de l'équipe ingénierie. Donc vous l'avez deviné, avec un titre pareil, ma principale responsabilité, c'est de valider les demandes de congés. C'est une activité qui, en saison estivale, peut donner des maux de tête. Mais étant avant tout un dev, je ne suis pas à un mot de tête près. Et je suis donc également, en tant que dev, pas un paradoxe près. Et j'aime bien me rajouter des mots de tête justement sur mon temps libre, avec des projets perso. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler boulot. Je ne vais pas vous parler de l'aventure d'un livre numérique dans notre cluster Kubernetes dans Azure ou d'une migration de Symfony un peu douloureuse. Je vais évoquer un projet perso un peu farfelu qui s'est passé cette année. Je vais donc m'éloigner même fortement du sujet du web et parler de deux thèmes qui sont rarement associés, PHP et les jeux vidéo. Et je vais faire quelque chose de pas très original. Je vais commencer par la fin, en vous montrant un de mes POC. J'ai marqué le plus abouti, mais en réalité c'est le plus présentable, que j'ai sobrement intitulé Super Mega Aquaball Ultra 2000. C'est un simple jeu sans prétention, donc en 2D, qui se joue à deux. Chaque joueur a une planche, donc c'est un mix de volley dans une piscine avec un pong. La balle rebondit sur les côtés, sur le poteau, et vous marquez un point quand votre adversaire n'arrive pas à retourner la balle ou qu'il la touche 2 fois de suite. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessous, il n'y a rien de compliqué. C'est ce qu'on fait tous les jours au boulot, c'est de la PO tout à fait standard. La balle est représentée par un objet et la texture de la balle elle est affichée donc dans un plan cartésien. Et tout ça, mis bout à bout, ça tient dans un seul fichier et commentaires inclus, il y en a pour environ 750 lignes de PHP. Mais ça, on s'en fiche un peu. L'image que vous voyez là, elle est très nette. Pour une raison toute simple, elle a été capturée dans un émulateur sur mon PC. Maintenant, je vais vous montrer exactement la même chose, en beaucoup moins beau, beaucoup moins net, un peu de travers même. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour donner des excuses bidons quant à mon absence de talent de cadreur, mais c'est juste pour vous dire que j'ai également filmé ça sur ma télé. Alors, je tiens le téléphone et les deux manettes en même temps, c'est pas évident. Bref, tout ça pour dire que ça tourne très bien sur le matériel d'origine, qui n'est pas une Nintendo Switch, pas une Sony PS5, mais une Sega Dreamcast de 1998. Une console exceptionnelle, et si vous êtes joueur et développeur, elle peut devenir rapidement un formidable terrain de jeu, nous allons le voir. Donc, c'est le moment de venir à la jeunesse de ce projet et de vous le raconter. Je vais répondre à 3 questions. Première, pourquoi des jeux ? C'est pas très original, je pense qu'on est nombreux dans cette pièce à aimer les jeux vidéo. Moi, j'ai quand même une petite particularité, même je préfère les jeux en 2D, que ce soit classique ou en vue isométrique. Et mes goûts sont restés un petit peu bloqués sur la seconde partie des années 90 et le début des années 2000, mon adolescence. Ensuite, petite particularité, dans les années 2010, je me suis mis à moins jouer. Et cette passion s'est un peu transformée. Je me suis mis à casser et à trafiquer. Autrement dit, à faire de la rétro-ingénierie. Chose qu'on ne vous apprend pas à l'école, donc j'ai dû faire ça de manière autodidacte, en faisant des tests, en faisant de la doc, etc. Donc pour faire des éditeurs, des patchs, des mods, ce que vous voulez. Et puis j'ai trouvé parfois quelques trucs rigolos et oubliés dans le code source d'origine. Les années passent. 2020, il s'est passé quelque chose. Vous vous rappelez peut-être la crise sanitaire, le confinement, et on a donc plein de temps pour cogiter et pour jouer. Et donc un jour, je jouais à une de ces vieilleries, et je me suis dit, alors vraiment c'est une idée qui est arrivée comme une trottinette à un feu rouge, au passage piéton, d'un coup. Est-ce que
ça serait pas cool si on pouvait faire des mini-jeux en 2D, en PHP, sur une console de jeu. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti l'idée. Les mois passent et par hasard, vraiment à l'occasion, je suis tombé sur 2 dépôts GitHub. 2 personnes avaient fait un travail très intéressant. Le premier avait fait un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, vous vous rappelez sûrement, pour les plus anciens, le Starship. C'est un jeu où vous avez un vaisseau spatial à gauche, vous le bougez de bas en haut et vous devez descendre les petits martiens qui arrivent à droite avant qu'ils vous touchent. Et donc cette personne l'avait fait en utilisant le composant console de Symfony sur PC et c'était superbe. J'ai également trouvé un dépôt GitHub de quelqu'un qui avait fait carrément un moteur de jeu en PHP adapté, alors je ne sais plus quel type de jeu c'était. Donc je me suis dit, tant mieux, je ne suis pas le seul à avoir des idées un peu comme ça. Donc, et puis le temps passe encore. 2022, je me suis dit, bon Eric, tu as beaucoup joué, tu as beaucoup cassé, et si tu te mettais à construire un petit peu? Je n'avais jamais fait de jeu vidéo de ma vie. Je ne tiens pas compte des bricolages en HTML, jQuery quand j'étais étudiant. Et donc je me suis dit, on va faire comme tout le monde, on va faire un jeu sur smartphone, et on va installer pour ça Unity. Unity, bon, c'est un kit de développement, c'est un environnement de développement qui est cross-platform. Et donc, je me suis lancé sur ce projet pendant plusieurs semaines. C'est un projet qui restait inabouti, mais quand même bien avancé. Et quand j'ai arrêté, j'étais assez content de moi pour ce que j'avais fait, mais également assez frustré. Parce que comme vous le savez certainement, Unity, une de ses grandes forces, c'est de vous mâcher le travail sur tout ce qui est bas niveau, par exemple la gravité, la gestion des collisions, etc., pour vous laisser vous concentrer sur le gameplay ou à l'inverse sur ce qui est très compliqué. Et donc, j'étais un peu sur ma faim. Donc, je me suis dit, quand même, un jour, tu apprendras les fondamentaux du développement de jeux en 2D. Et donc j'ai préparé le terrain, cherché de la doc, et je suis tombé notamment sur un bouquin qui s'appelle 2D Game Development from Zero to Hero. Il existe en plusieurs versions. Moi, j'ai la version Python, mais il y en a également une en pseudocode. Étrangement, il n'y en a pas en PHP. Et donc je me suis dit, en le feuilletant, c'est ça qu'il me faudra. Et donc, ce moment est venu, fin 2024, début 2025. Deuxième question, pourquoi PHP ? Là non plus, c'est pas très original. C'est le langage que je maîtrise le mieux par le hasard de mes activités professionnelles. Et je me suis dit que tant qu'à faire, à apprendre des nouveaux concepts, autant le faire dans le langage qu'on maîtrise le mieux. C'est stupide, je vous le dis, vous aurez pu le faire, on peut le faire dans n'importe quel langage, y compris en Python. Et puis avec quand même le petit côté épicé, parce qu'on parle de PHP pour des jeux, c'est sympa, mais sur une console, ça donnait envie quand même pour mon langage favori. Et puis en me lançant dans ce projet, en acceptant un peu le challenge, je me filais quelques objectifs personnels, sortir du train-train du quotidien, donc Symfony, PHP, FPM, rendre le résultat exploitable, c'est-à-dire pas juste un Hello World, mais également une toolchain, même embryonnaire, compiler PHP en dehors du cadre traditionnel, j'y reviendrai, et puis l'approche ancestrale, donc sortir du cadre ultra-productiviste du quotidien où on a les meilleurs outils, les meilleures approches, et me prendre pour un développeur junior, c'est-à-dire ne surtout pas regarder ce qu'ont fait les autres, fouiner dans de la doc plus ou moins fraîche, tester, se relever, tester, se relever. Pourtant, je suis quand même un homme de mon siècle. J'avais toujours l'intelligence artificielle sous le coude, notamment au cas où je serais fortement bloqué, ou pour l'inverse, pour les choses qui nécessiteraient un peu de productivité et qui ne seraient pas forcément intéressantes. Avec ça, venaient quelques challenges. Pas de plan, juste l'objectif. Une vague idée de l'environnement technique, nous allons le voir, à avoir à faire du C. Entendons-le, faire du C sérieusement, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années quand j'étais étudiant. Pas beaucoup de temps, parce que comme vous, j'ai d'autres passions, d'autres projets, et donc je me suis fixé 3 mois calendaire. Donc en réalité, beaucoup moins de temps que ça, parce que c'est sur mon temps libre, donc beaucoup de pauses déj y sont passées. Et donc là, on arrive à la question qui est pour moi la plus importante. Pourquoi la Dreamcast ? Vous sentez venir la question, est-ce que parmi vous, dans l'Assemblée, ont eu une Dreamcast ? Ah, c'est pas aussi pire que je l'aurais pensé. Je ne suis pas du tout le genre de personne, alors pas du tout le genre de personne à mettre des gens dans des cases. Mais quand je rencontre des gens, j'aime bien leur poser une paire de questions de temps en temps. Par exemple, quelle est ton IDE ou est-ce que tu as une Dreamcast ? Si la personne me répond oui, j'ai une Dreamcast et j'utilise NeoVim, je lui dis bravo. Moi, je n'utilise pas NeoVim, je suis sur PHP Storm et VS Code. Alors, pourquoi la Dream n'est pas quelque chose d'un peu plus frais ? Scénario très hypothétique. Vous aussi, dans cette assemblée, vous voudriez développer un jeu sur la Dame Blanche. Je vais vous aider à trouver des arguments qui pourraient vous parler en vous donnant une liste non exhaustive d'arguments objectifs et subjectifs. Je vous laisserai choisir celui ou ceux qui vous parlent le plus. Tout d'abord, vous êtes comme moi, vous n'êtes toujours pas remis du fait que Sega a arrêté de fabriquer des consoles. Le second, c'est votre console favorite, argument qui suffit à lui-même. Troisième, c'est une superbe console oubliée avec une Logitech vaste et variée. Ensuite, on parle de rétro gaming, les prix montent vite et elle, c'est pas la plus chère.
Et elle a une scène homebrew, c'est-à-dire les jeux faits maison, par opposition à ceux faits par des studios, qui est très active. Vous avez peut-être entendu parler du port de GTA 3 il n'y a pas longtemps. Mais tout ça, oubliez-le. S'il faut retenir un seul argument, c'est celui-ci. C'est les contraintes de l'environnement technique. Petit comparatif. Si je reprends les 3 consoles que j'ai filmées à la volée dans mon salon, nous avons à gauche la Sega Dreamcast avec son unique CPU cadencé à 200 MHz et ses 16 mégaoctets de RAM. Et à l'autre bout du périmètre, nous avons une Sony PS5 standard avec son CPU multicœur à 3,5 GHz et ses 16 gigaoctets de RAM. On n'est pas dans le même monde. Et honnêtement, quand on bosse, quand on fait du PHP, on est plutôt à droite du tableau qu'à gauche. Donc ça rajoutait un petit challenge assez intéressant. Il faut donc lancer le projet. On reste dans ce scénario très hypothétique où vous voudriez travailler sur ça. Il faudrait une présentation dédiée rien que sur la scène d'Homebrew de la Dreamcast, mais je vais quand même vous mâcher un peu le travail et vous donner directement les 3 grandes solutions qui se présentent à vous. La première, vous êtes riche et téméraire. Vous allez utiliser le SDK officiel. La seconde, vous êtes fan de Windows. Vous allez utiliser le SDK de Windows CE. Petite parenthèse, pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, dans tous les cas, personne ne vous en voudra. Windows CE, c'est une variante de Windows qui est dédiée au domaine de l'embarqué. Donc Sega avait bossé avec Microsoft pour rendre la console compatible afin d'encourager les éditeurs qui faisaient des jeux à destination de Windows 95 ou 98 et les porter facilement sur cette console, notamment avec une couche de compatibilité pour DirectX. De vous à moi, je ne sais pas ce qui peut vous motiver à utiliser ça, parce que Windows CE, c'est un OS qui n'est pas mis à jour depuis une douzaine d'années. Je n'ai pas vérifié, il faut sûrement une licence. Et puis surtout, inconvénient et pas des moindres, l'OS n'est pas fourni dans la console. Il doit être mis sur le disque et chargé en RAM, vous privant donc de précieuses ressources. On en arrive donc à la troisième solution, évidemment celle qu'on veut retenir, CallistiOS, alias KOS. Alors, KOS, qu'est-ce que c'est? Sous le capot de KOS, il y a plein de choses. C'est un SDK non officiel, qui existe depuis 25 ans maintenant, qui est toujours mis à jour. Il est documenté, il y a plein de tutos. Et surtout, quand on parle d'une console de jeu vieille de 27 ans, on parle quand même d'avoir une toolchain qui, elle, est de notre époque. Vous pouvez utiliser la dernière version de GCC et vous avez le support de la libc standard et de la libc++. Et enfin, même si moi ça ne me concernait pas, vous avez plein d'extensions, vous pouvez faire du Lua ou utiliser OpenGL pour ne citer que. Là, pareil, tout ça, vous oubliez ce que je vous ai dit. Et on va plutôt voir ce qu'il n'y a pas dans KOS. KOS n'est pas un OS. Les informaticiens, nous, quand il faut nommer les choses, on n'est jamais très bons. La petite histoire, c'est qu'au départ, c'était une bibliothèque qu'ils ont appelée Callisti, puis ils se sont dit on va faire un OS complet, puis finalement on va rester sur un SDK, mais on ne va pas changer le nom. On en est là aujourd'hui. C'est une solution qui est entièrement dédiée à la Dreamcast, mais c'est un SDK. Pourquoi je vous dis ça? On va parler de PHP quand même. Et quand vous prenez le code source de PHP, qu'est-ce que vous voyez dedans? Qu'il est conçu pour être compilé à destination de Linux, de macOS, de Windows, c'est très clair. Ces systèmes d'exploitation respectent certaines normes, ils fournissent certaines fonctionnalités, et le code de PHP s'adapte à ça. Sauf que la Dreamcast, elle n'a pas d'OS, elle ne fournit pas toutes ces fonctionnalités, donc il est évident que la compilation allait être un petit tour dans les montagnes russes. Et ça a tenu ses promesses. D'autant plus que moi, j'avais déjà compilé PHP par le passé, il y a une dizaine d'années, pour m'amuser. C'était des compilations basiques, sur du Linux, pour du Linux, tout droit. Là, je me doutais que ça allait être un peu compliqué. Mais avant de monter dans les montagnes russes, on va faire un petit rappel ou une toute petite introduction, vraiment très très superficielle sur le fonctionnement de PHP. C'est juste la 15e fois qu'on l'a fait en 2 jours, je sais, mais ça vaut le coup. C'est une formidable machine. Peu importe comment vous l'utilisez, il y a plein de modes, on va dire que c'est un serveur systématiquement, et peu importe comment vous lui envoyez du code PHP, ça peut être un fichier en ligne de commande, vous le communiquez avec lui via une API qu'on appelle une SAPI, donc Server API, et là, la mécanique se met en route, on rentre dans le cœur du sujet, le ZenEngine. Le ZenEngine est composé, comme toutes les pièces d'orfèvrerie, de plusieurs composants. Le ZenCompiler, qui prend le code PHP, fait le lexing, le parsing, la compilation en opcode, et à l'autre bout du périmètre, il y a le ZenExecutor qui va exécuter cet opcode. Et quand le ZenEngine fonctionne, il communique avec une couche d'extensions. Il y a donc 2 types d'extensions. Les premières, c'est les extensions Zen. Donc les extensions Zen, c'est altérer, étendre le fonctionnement du moteur. Vous en connaissez certaines, par exemple l'Opcache ou le Just-in-Time. Et puis, il y a le second type d'extension, c'est celui avec lequel vous êtes tous familiers, l'extension PHP. Pour étendre le langage, Redis, AMQP, PDO, ce que vous voulez. Je ne suis pas très fort pour imager les choses.
Mais si on prend un peu de recul, PHP, CallistyOS, la Dreamcast, on pourrait imaginer ce projet comme étant le fait de relier des îlots, c'est moi qui ai dessiné les îlots, par des ponts. Donc l'équipe de KOS a relié le matériel de la Dreamcast à son SDK. Moi, j'allais devoir relier KOS à un projet Dreamcast, qui est censé être facile parce que c'est fait pour ça. Puis là, les choses allaient devenir intéressantes parce qu'il faudrait câbler le projet Dreamcast sur le ZenEngine, puis pouvoir faire du PHP maison pour coder mon jeu en 2D ou mes jeux en 2D. Première étape, rien à signaler, comme disent les Américains, easy peasy. Rien à signaler vraiment, Linux, VS Code, on affiche du texte, des pixels, on a construit le premier pont. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Vous le savez, il va falloir, vous voyez venir, il va falloir compiler PHP. Et pour compiler PHP, qu'est-ce qu'on va faire? On va le désosser. Dans un premier temps, le désosser à la régulière. La toolchain de PHP est super bien faite pour ça, c'est documenté. Bon, c'est pas toujours standard d'une extension d'une option à l'autre, mais ça c'est bien fait, et donc vous pouvez donc désactiver plein de composants. Vous vous dites pourquoi diable faire ça? En fait, la raison est toute simple. J'avais aucune certitude d'arriver à compiler PHP sur cette vieille machine, et je me suis dit tant qu'à faire, on va éviter les écueils le plus possible. Alors si un jour vous faites un truc comme ça, ne le faites pas. Lisez la doc, pas comme moi, jusqu'au bout, et vous verrez qu'à la fin, il y a un paramètre -- disable all. Donc, si je devais citer quelques morceaux de ce pauvre PHP que j'ai retiré, je pourrais citer la gestion de PDO, le just-in-time, l'opcache, la gestion du système de fichiers et la couche réseau. Donc ça a été fait à la régulière. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à un moment, j'ai été un peu plus brutal et PHP est passé sur la table d'opération. Et il a subi quelques coups de bistouri. Beaucoup, mais de manière très propre. J'ai rajouté une macro qui s'appelle Dreamcast, qui cohabite à côté de celle des autres OS. Le but, c'est de désactiver des morceaux de code pour que le préprocesseur ne les utilise pas avant la compilation, les bouts de code qui me posaient des problèmes. Ou à l'inverse, rajouter un header pour une couche de compatibilité. Donc là, c'est vraiment fournir des choses que CallistyOS ne fournit pas, des constantes ou des fonctions. Et donc là, par exemple, ChatGPT m'a été bien utile, il m'a fait gagner beaucoup de temps en générant des mocks et des stubs à la volée. Et puis donc, j'ai lancé la compilation, et ça a marché du premier coup. C'est pas vrai, bien sûr. Ça n'a pas marché du premier coup. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça a été la période la plus pénible de ce projet. Mais vraiment la plus pénible, elle a dû s'étaler peut-être sur 3 semaines, une demi-heure par-ci, 1 heure par-là, c'était vraiment pénible. J'ai dû m'y prendre même à 2 fois, et avant d'arriver à un résultat sympa, et donc que la compilation aille au bout. Sauf que là, on a un nouveau coup d'arrêt. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On a un dossier build avec un binaire qui est apparu, mais bon, on ne peut pas double-cliquer dessus, on ne peut pas le lancer en ligne de commande, le mettre dans la console, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est le moment de réfléchir un peu à l'architecture. Et paradoxalement, ce sujet structurant, il n'a pas du tout été bloquant. La solution, elle est venue presque instinctivement. Alors, je dis presque, parce que j'ai quand même eu mon premier réflexe de dev web, on ne se refait pas, je me suis dit, facile, je vais démarrer un projet Dreamcast, je vais démarrer PHP FPM, et puis je vais l'appeler via l'API. Bon, la Dreamcast ne gère pas le multiprocessing, donc déjà c'était râpé. Donc, la solution, elle est venue très vite, elle est venue de 2 horizons. Déjà de PHP, donc c'est un sujet qu'on a évoqué ce matin et hier à plusieurs reprises. Je l'avais littéralement sous les yeux, c'est PHP Embed. Il y a un dossier Embed dans la codebase de PHP. PHP Embed, la première fois que j'ai entendu parler, j'ai réfléchi, je crois que c'était en 2021 ou 2022, lors d'une presse, et j'avais lu de la doc. Résumé simplement, c'est un wrapper autour de PHP qui permet de l'utiliser depuis des applications qui peuvent utiliser des bibliothèques écrites en C. Exactement ce que j'allais faire, puisque mon projet Dreamcast, la base, le socle serait en C. Bon, moi j'avais un peu oublié ce sujet-là, et quand j'ai préparé mes prêts et que je les ai fait relire, quelqu'un m'a fait remarquer gentiment « Eric, ton truc, il n'est pas si oublié que ça, il y a plein de gens qui l'utilisent, notamment FrankenPHP ». Donc ça, c'est le premier morceau de la solution. Le deuxième morceau, il est venu de mon passe-temps bizarre et occasionnel sur la rétro-ingénierie. Petite parenthèse, quand vous compilez une application, il y a 2 types de code. Il y a celui qui est intégré dans les binaires, dans l'exécutable, et puis il y a celui qui gravite autour dans des fichiers, les bibliothèques, les fameuses DLL de Windows ou les .so sous Linux. La plupart du temps, en fait, ces DLL et CSO, ils ne sont pas à vous, ils sont fournis par l'OS. C'est des boîtes à outils, par exemple pour l'API graphique de Windows, qui s'appelait GDI 32 à une époque, ou interagir avec le système de fichiers. Et donc, utiliser ce système s'appelle du dynamic linking. Et bien moi, j'allais faire l'inverse, j'allais faire du static linking. C'est-à-dire que j'ai retravaillé mon script de compilation pour PHP pour
pouvoir compiler morceau par morceau quand j'en avais besoin, pour ne pas avoir tout me retaper. En sortie, j'aurai plein de fichiers object, notamment le PHP basique, c'est-à-dire la SPL de PHP. Hein. J'allais packager tout ce petit monde dans une archive, faire du static linking, c'est-à-dire l'embarquer dans le binaire du jeu Dreamcast, et j'aurai donc PHP intégré dans un exécutable Dreamcast. On a donc un projet à 2 volets. On a le fork de PHP et on a la petite toolchain que je prépare pour coder en PHP. Et donc on teste le câblage, bon an, mal an, au fil des soirées, un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, on avance. Et puis un jour, en fin de semaine, un peu fatigué, un peu blasé, on commence à trouver le temps long, et puis surtout du temps, je n'en ai plus beaucoup, il y a la victoire du jeudi soir. J'ai réussi à afficher donc quelque chose avec du code PHP. Alors, me connaissant, c'était pas ça, c'était un Toto Tutu ou un Foubar, mais j'avais réussi à construire le pont qui était certainement le plus complexe, c'est-à-dire relier un projet Dreamcast au Zen Engine. Et puis il y a le sourire bené du mignon. Ce sourire bené, il ne faut pas trop s'en moquer, parce que c'était probablement le mien. Il faut le comprendre, on a PHP 8 qui tourne sur une console de jeu vieille de 27 ans. Petite parenthèse, je suis parti, alors c'est toujours dans l'optique d'éviter le plus d'écueils possible, je suis parti de la dernière version de PHP 8.0, donc ça va être la 8.0.30 je crois, pour une raison toute simple, c'était la dernière sans les fibers. Je ne sais pas si le choix était pertinent, mais voilà, c'est dit. Donc à partir de là, c'est comme vous, quand vous faites des POC dans votre coin, une fois que vous voyez que la route est à peu près tracée, vous lancez, vous mettez tout ça au propre. Vous mettez des scripts, etc., une toolchain, un makefile, et puis on avance. Et c'est le moment de parler du projet Dreamcast. Je parle beaucoup de C depuis tout à l'heure, PHP étant écrit en C, mais je vais m'arrêter là avec un dernier truc. Dans mon projet Dreamcast, il y a un seul fichier C, php.c, il fait 30 lignes, il contient qu'une seule fonction, vous l'avez sous les yeux. C'est extrêmement basique, comme vous pouvez le voir. J'appelais ça le loader parce qu'il ne fait rien d'autre. On a 4 lignes pour démarrer Callisti OS sur la console 128 bits de Sega. On démarre ce qu'on veut, donc par exemple la gestion de la carte son, l'affichage en 16 bits. On a une ligne à la ligne 20 pour démarrer PHP, une ligne à la ligne 22 pour appeler PHP. J'ai mis un if pour afficher quelque chose de travers si quelque chose va de travers. Et puis pour le style, ligne 29, j'éteins PHP. Mais comme je l'ai mis dans mes commentaires, ça ne sert à rien parce que vous en avez marre, vous éteignez la console. Petite parenthèse, où est mon code PHP là-dedans? Eh bien en fait, on travaille dans un fichier PHP avec votre IDE standard, et j'ai fait une petite moulinette, ma pseudo toolchain, qui va prendre ce fichier, enlever l'opening tags, modifier les retours à la ligne, packager tout ça dans une variable qui s'appelle PHP code, qui est mise dans un header qui est inclus au début de ce fichier. Donc à la ligne 22, vous avez une variable PHP_code, tout votre code est là-dedans. Donc c'est super simple, on démarre un jeu Dreamcast, enfin un exécutable Dreamcast, je ne sais même pas si on peut dire ça, on peut dire un bootable, et on démarre PHP et on lui envoie du code PHP, et puis après, débrouille-toi. Et on va parler un petit peu de jeux vidéo quand même. Et on va venir ici. Par le passé, j'avais déjà développé des extensions PHP. Des choses tout à fait basiques. La maintenance aussi au bureau un petit peu, mais rien de compliqué. C'est ce que j'appelle souvent des extensions passe-plat. C'est-à-dire qu'on fait le passe-plat entre des fonctions PHP qu'on déclare et des choses plus... elles sont fournies par l'OS en général, ou des librairies. Et bien dans mon cas, c'est ce que j'ai fait une extension passe-plat. Elle s'appelle Dreamcast, elle est extrêmement basique, elle contient 4 fichiers C. Un qui est très standard, qui contient des déclarations de fonctions, des constantes. Par exemple, la résolution de l'écran, 640 par 480, ouch. La gestion des commandes, donc les manettes, la carte son, du système sonore et l'affichage. J'ai déclaré plein de fonctions, passe-plat. Vous verrez que j'ai respecté l'esprit de PHP en mettant tout ce petit monde en snake case et en préfixant ça comme il se doit. C'est pas resté longtemps dans cet état-là. Et j'ai dû écrire pas mal de C, en effet, pour mettre un peu de logique technique, si je puis dire, pour faciliter mon travail quand j'allais faire du PHP. Je vais y revenir plus tard. Donc, ce jeu que je vous ai montré en début de présentation, c'est un jeu, comme il en existe des milliers, des jeux en 2D. C'est un jeu qui tourne dans un seul thread. Il utilise le principe de la game loop. Vous l'avez sous les yeux. Si on devait faire le parallèle avec ce à quoi nous sommes habitués en tant que développeur back-end, on peut prendre un worker qui va consommer des messages RabbitMQ. Le worker démarre, il rentre dans une boucle avec des conditions. Par exemple, consomme 50 messages. Et quand tu as fini, tu t'arrêtes, quelqu'un viendra te redémarrer.
Là, c'est le même principe, vous passez le menu, vous rentrez dans la partie, on écoute les entrées, donc clavier, souris, manette, on fait des calculs, on met à jour l'état interne du jeu, l'affichage, et puis on décide ou non de continuer. Moi, c'est le même principe, hein, j'écoute les entrées, je fais des calculs, je regarde si un joueur a atteint 21 points et 2 points d'avance sur son adversaire, et on décide de continuer ou pas. C'est extrêmement basique. Bon, là, c'est pas très jojo parce qu'il y a de la logique métier, entre guillemets, dans la boucle, mais c'est l'idée. C'est peut-être le moment d'évoquer d'ailleurs un truc. J'ai parlé que j'avais appris quelque chose sur sur le développement de jeux en 2D. Je peux en évoquer un de ces concepts, vous savez, qui sont terriblement bateaux et bêtes, une fois qu'on vous les a expliqués. C'est le principe du double buffering. Le double buffering, ça vous sert à vous protéger contre deux inconvénients. Le premier, c'est le clignotement à l'écran. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le screen tearing, c'est quand vous affichez des choses à l'écran et qu'elles sont de travers, elles sont donc tordues. Par exemple, un carré dont les arêtes supérieures ne seraient pas en face des arêtes inférieures. Ça vient d'une raison toute simple, c'est que vous balancez des choses en continu à la carte graphique sans les synchroniser avec les frames. Donc pour s'en prémunir, vous l'avez deviné, il y a un truc tout bête, on utilise deux buffers. Le premier, on va dessiner en vrac tout ce qu'on veut dedans. Et quand on a fini, eh bien, on balance ça au buffer de destination. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai mon buffer temporaire dans lequel je copie le background du jeu, la ligne 664. Et après, dedans, dans ce buffer temporaire, je vais dessiner la nouvelle position de la balle, la nouvelle position des joueurs. Et quand c'est fini, je copie ça dans le buffer de la VRAM, donc de la carte graphique, et le tour est joué. Et ça marche très très bien. Alors, j'ai fait plein de POC, vous en ai montré un. Ça marche très très bien, c'est génial. Il y en a encore sous le capot. Maintenant, moi, quand je vais à des confs, j'aime bien écouter les galères des gens, parce que là, je vous ai vendu le truc comme ça a super bien marché, mais en fait, des galères et des ratés, il y en a eu quelques-uns. Et je vais évoquer un problème. On va revenir par ici, en invoquant une des autres briques de la pièce d'orfèvrerie qui est le Zen Engine, le Zen Memory Manager. Alors, comment expliquer ça? Quand j'ai commencé à faire mes premiers POC donc de jeux en PHP, à un moment, j'ai voulu manipuler des textures. J'ai donc fait évoluer mon extension C pour avoir donc un tableau qui stockerait les textures chargées depuis le disque du jeu. Et ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé, donc des fois ça marchait très bien, des fois c'était un peu n'importe quoi. Il y avait la balle, il y avait les joueurs, puis il y avait plein de bruit, des pixels de toutes les couleurs. Et puis des fois, ça crachait en boucle et de manière aléatoire. J'ai donc compris quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc passé en revue mon code C, mon code PHP, et rien trouvé, de petits ajustements. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu de la doc. J'ai lu la fiche technique basique, le sommaire, je ne suis pas électronicien, de la Dreamcast. Et j'ai lu la doc PHP, celle qu'a évoquée d'ailleurs Kevin Douglas ce matin, le PHP Internals Book. Et il y a un gros chapitre qui est dédié au Zen Memory Manager. C'est très intéressant. Mais bref, voici ce que j'en ai retenu. Il y a dans le Zen Memory Manager 3 modes d'allocation de la mémoire. Le premier, celui dans lequel je me trouvais, s'appelle le Large Allocation. Selon que vous ayez compilé PHP en 32 ou en 64 bits, l'alignement mémoire, c'est-à-dire l'adresse de début du bloc de données dans la RAM, doit être aligné sur 8 ou 16 octets, donc des multiples de 8 ou de 16. Moi, quand j'ai fait mes tests avec du PHP pur, c'est-à-dire des dates, des objets, etc., donc pas de texture, tout ça, ça marchait très bien. Et ça s'est mis à cracher quand j'ai commencé à utiliser mon tableau avec des textures. En fait, la raison elle est toute simple. Je sortais de la boîte de PHP, donc du Zen Engine, je travaillais avec le matériel, donc la carte graphique. Et donc le CPU de la Dreamcast, comme tous les CPU, il a du cache, il a des lignes de cache. Donc quand il y a un cache miss, il va chercher des choses dans la RAM, en passant par un bus de données qui est sur 64 bits, et il copie tout ça dans son cache. Sauf que les lignes de cache, elles font 32 octets sur l'alignement. Donc des fois ça se passe très bien, des fois il prend des trucs qui ne sont pas à lui, et des fois il va faire manipuler des choses qu'il ne devrait pas toucher, et donc ça crache. Donc quand j'ai compris ça, j'ai éteint mon PC, je suis allé faire autre chose. Pour y revenir dès le lendemain, pour faire un brainstorming avec Captain Canard et ChatGPT. Le canard n'a servi à rien. ChatGPT lui m'a proposé 3 solutions. La première, ultra sexy, un hook dans le Zen Engine. C'est fait pour ça, c'est documenté, mais j'avais pas le temps. Un peu moins sexy, mais sympa quand même. Un wrapper autour de la fonction immalloc du Zen Memory Manager pour contrôler l'alignement à la source. Même sanction. Ou alors,
un peu plus flemmard. Ma solution, mais en 10 fois mieux. Mon tableau de mémoire préalloué, mais avec l'alignement forcé dès le départ, pour que chacun ait son précaré. Et en plus, lui m'a fait rajouter une sorte de registre donc, qui contient des structs avec le pointeur que je passe à mon code PHP pour pouvoir le réutiliser quand je vais afficher des textures. Donc il y a un passe-plat entre l'extension et le code PHP. Et ça marche très très bien. Alors je sais ce que pour la plupart d'entre vous pensez. On trahit l'esprit de PHP parce qu'on doit gérer des choses dans la RAM. Mais il faut se dire quand même qu'on parle d'une console avec 16 mégaoctets et qu'à un moment ou à un autre, qu'on passe dans le ZMM ou pas, il faudrait quand même faire attention à ce qu'on fait. Si je devais faire l'état des lieux de ce projet, aujourd'hui ça marche très bien, on peut faire plein de choses. Néanmoins, il y a beaucoup à faire. Déjà, j'ai passé sur mes objectifs perso, je voulais apprendre les rudiments du fonctionnement d'un genre 2D, c'est fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai à peine effleuré le bouquin. J'ai fait un jeu basique exploitable sur une console, et ça me donne d'autres idées pour d'autres consoles. Après, il a fallu nommer les choses. Ce projet, au départ, c'était un petit POC sans prétention, donc je m'étais dit, tout simplement, on va l'appeler POC, pour PHP on console. Sauf que ce POC, c'est devenu, vous savez, le POC qui est la dernière chose à laquelle vous pensez en vous couchant et la première chose à laquelle vous pensez en vous levant. Puis il y a eu les multiples tours dans les montagnes russes, et je me suis dit que le nom de PTSD serait plus adapté. Il y a donc deux projets. Il y a PTSD, qui est le fork de PHP. Il faut que je le mette en public. Donc il y a le fork de PHP, et il y a également les binaires précompilés. Si jamais quelqu'un était un peu assez fou pour les tester, il n'aura pas besoin de tout recompiler. Et puis il y a PTSD Demo, qui elle est la toolchain complète. Donc l'odeur que je vous ai montré en C, les makefiles, les script shell. J'ai notamment mis des scripts qui vous permettent d'exporter le jeu selon que vous voulez l'utiliser sur l'émulateur ou sur la console. Et j'ai mis un petit peu de doc, un tableau qui contient toutes les fonctions que j'ai déclarées dans mon extension et que vous donc utilisez en PHP, des constantes, etc. J'ai appelé ça la SPL pour Sega PHP Library. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Une multitude de choses en admettant que je vais continuer sur ce projet. Le support de la dernière version de PHP, le support de la dernière version de KOS, la gestion de la mémoire. Pour moi, ce n'est pas forcément un bon plan de s'acharner là-dessus. J'ai une solution qui marche. Je bosserai peut-être sur des consoles plus puissantes, je ne sais pas. J'ai lu la doc encore un peu plus en profondeur. J'ai vu qu'on pouvait couper le ZMM. Donc à voir si je peux mettre mon propre système, je ne sais pas. La gestion du système de fichiers, parce que bosser dans un seul fichier PHP, ça passe quand ça fait 750 ou 1000 lignes. Quand vous allez faire un jeu un peu plus velu, ça va vous poser des problèmes. Ou alors il faudrait mettre une moulinette pour agréger tous vos fichiers, mais ça ne serait pas agréable à utiliser, je pense. Opcache et Just in Time. Donc là, les jeux, ils marchent très bien. Il y a encore pas mal d'optimisation à faire côté PHP. Côté extension PHP, donc écrite en C, j'ai mis la arrobase tout doux partout. Donc il y a pas mal de choses à optimiser. Pour autant, avant de faire ça, je pense que la console elle est encore sous le capot, mais il faudrait commencer par doter PHP de ses meilleures armes. Donc l'opcache et le just in time, ce qui est parfaitement adapté pour des traitements lourds et répétitifs. Par exemple, une game loop. Sauf que c'est très mal barré. J'ai commencé à regarder et je pense qu'avec le SDK de CallistiOS, ça va être compliqué. Par contre, j'ai commencé à regarder un petit peu sur d'autres consoles et je pense que ça peut se tenter. On prépare les outillages, hein. Bosser sans débugger, j'ai essayé, mais en C, ça marchait à peu près. Xdebug, j'ai même pas essayé. Et puis, tant qu'à faire, brancher également le débugger directement sur la console pour éviter les allers-retours avec une carte micro SD. Ça peut faire gagner pas mal de temps. Et puis, le plus important, finir un jeu complet pour jouer pendant la pause déj avec les copains. Aller au-delà, il y a un autre petit détail aussi. Quid du multithreading et donc du ZThreadSafe. J'ai compilé PHP sans le ZThreadSafe et je pense que si j'avais l'outrecuidance d'appeler du PHP dans plusieurs threads, j'aurais quelques petits problèmes. Donc il faudrait soit essayer de compiler PHP avec le ZTS, et là je pense qu'il y a quand même des choses à adapter parce qu'il y a quand même des zones mémoire qui sont partagées, soit essayer des solutions de contournement, par exemple avoir un thread dédié à PHP, mais je pense que ça serait vraiment contraignant et contre-productif. À voir. Et puis surtout, le porter sur d'autres machines. Par exemple, la concurrente de Sega Dreamcast, la Sony PlayStation 2 avec son CPU à 300 MHz et ses 32 mégaoctets de RAM, le double. Là, on peut faire plein de choses avec ça. Il me reste quelques minutes apparemment. Je pourrais rajouter un problème que je n'ai pas évoqué.
je ne l'ai pas vraiment encore eu, mais je pourrais l'avoir si je portais par exemple le jeu que je vous ai montré, le jeu de volley, sur une autre machine. Sur la console, il marche très très bien. Sur l'émulateur, c'est injouable, ça va trop vite. Pourquoi? C'est peut-être un problème que certains d'entre vous avez rencontré sur des vieux jeux vidéo que vous avez utilisés sur une machine très très puissante. Ça va à fond. Il ne faut pas blâmer les développeurs, ils ont développé le jeu sur le matériel de leur époque. Ben moi, c'est un peu le travers que j'ai pris. Donc si je voulais porter ça sur des machines plus puissantes, il faudrait que j'utilise des techniques qui sont évoquées dans le bouquin que j'ai mentionné tout à l'heure, qui permettent de synchroniser proprement les frames. Alors, il y a plusieurs techniques sur le temps, sur le nombre de frames, voilà, un tout petit peu d'arithmétique. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Tout ça pour dire que faire des projets un peu farfelus de temps en temps, ça fait du bien, sortir du quotidien, et j'espère que ça vous a intéressé, que ce n'était pas trop dense.